Issus de tout horizon et de toute tradition, ces hommes et ces femmes en quête de sagesse ou tout simplement inspirés partagent avec nous leur parcours de vie et nous donnent des pistes pour grandir en humanité. Je suis partie à la rencontre de ces chercheurs d'hier et d'aujourd'hui. Vous écoutez Envie de sagesse. Bonjour à tous, Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Sabrina Philippe. Elle est psychologue, enseignante et chroniqueuse télévision et radio, Le Grand Direct de la Santé sur Europe 1, Toute une histoire sur France 2. Auteure, elle a publié plusieurs romans et essais visant à éclairer nos mécanismes psychologiques tournés vers la philosophie et vers la spiritualité. Bonjour Sabrina. Bonjour. Alors, est-ce que vous auriez envie de préciser des choses sur vous par rapport à cette présentation sommaire? Qu'est-ce qui est Je, cro- important dans votre parcours? je crois qu'il n'y a pas plus d'importance sur une mission ou une autre. Je reste psychologue, une psychologue qui enseigne, qui écrit, Vous- voilà, qui travaille avec les médias aussi, mais je reste psychologue dans l'âme, on va dire. Ah oui, vous avez plusieurs casquettes quand même, hein, parce que, enfin oui, vous écrivez, mais aussi vous parlez, puisque vous êtes chroniqueuse à la radio. J'ai été chroniqueuse à la radio, oui, c'est plus le cas aujourd'hui, mais j'ai été chroniqueuse assez longtemps à la radio et à la télévision aussi. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous nous parliez de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a mis en route sur cette quête, on va dire, cette quête de l'humain? Parce que c'est plus qu'une quête intérieure, c'est une quête globale que vous avez commencé il y a quelques années. Qu'est-ce qui m'a mise en route? Une volonté, je crois, de contribuer à la transformation de ce monde, même si c'était sur un plan individuel au départ, d'apporter ma toute petite pierre à l'édifice. Alors par le biais de consultations, puis ensuite d'articles, de livres, enfin, je pense que c'est la transmission qui m'a toujours animée. Ah oui, c'est une petite phrase que vous avez écrite, transmettre pour transformer, c'est votre mission en fait. Exactement. Mm. Cette transmission et parfois la transformation est aussi infime, mais elle est là quand même. Est-ce qu'il y a une grande rencontre que vous avez faite qui a bouleversé votre vie ou qui a changé beaucoup de choses dans votre vie en tout cas? Il y a eu plusieurs rencontres qui ont transformé ma vie à différents niveaux, que ce soit des professeurs, des personnes que j'ai rencontrées dans le monde de la télévision, sur un plan personnel aussi. Donc il y a eu plusieurs rencontres, mais comme nous tous, hein, je pense, qui nous transforment, qui nous modifient, qui changent notre parcours. Et voilà, mais je crois que c'est le cas pour chacun de nous. Les rencontres en général nous transforment et certaines dévient notre route. C'est ça qui est assez joli. Alors parmi les livres que vous avez écrits, il y en a certains qui parlent de l'âme sœur. Il y a le premier que vous avez écrit, Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part. Oui, Et ça parle justement de ces rencontres qui nous bouleversent et qui nous transforment. oui, tout à fait. C'était tout l'objet de ce premier roman, de parler plus spécifiquement des rencontres, alors souvent sur un plan amoureux, mais pas que, qui vont complètement dévier nos trajectoires. C'était ça, voilà, qui m'intéressait. Et ensuite, vous avez écrit un petit manuel de navigation pour l'âme. C'est audacieux comme titre. Donc vous proposez, c'est un essai en fait pour aborder plusieurs thèmes, psychologie, philosophie, spiritualité, dans une approche pratique. Donc ça se lit comme au jour le jour, comme des astuces pour mieux vivre au quotidien. C'est pas des astuces pour mieux vivre au quotidien. J'ai essayé dans cet essai de transmettre aussi l'essentiel de ma pratique. C'est pour ça qu'il y a des exercices également dans ce livre, pour essayer d'avoir un autre regard sur sa vie et donc pouvoir la transformer. Et puis, en effet, pouvoir allier psychologie et spiritualité. Et en fait, vous parlez de votre pratique, donc chaque jour, c'est important. Ça, c'est un message peut-être que vous aimeriez faire passer aussi, que chacun puisse trouver sa propre pratique pour mieux être. Bien sûr, l'idée, c'est qu'on ait
perpétuellement on travaille sur soi et que c'était d'apporter un livre qui permette d'être un petit guide pour pouvoir travailler d'autant plus sur soi-même, sur son intériorité et sur la place que nous avons dans ce monde. Et est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de la vôtre de pratique? Fait quelques mots, Ma c'est... pratique, oui, ma pratique, justement, elle essaye de mêler psychologie et spiritualité, mais sans oublier que, en fait, c'est en connaissant l'intériorité, notre intériorité, qu'on peut après se connecter peut-être à quelque chose de plus spirituel, de moins matériel. Mais on peut pas faire l'économie d'une descente avant de s'envoler. Et ça, c'est un point crucial. Alors souvent, on prend la spiritualité comme euh, une façon de pouvoir échapper à notre matérialité. C'est pas du tout le cas. C'est ce que disait Jung d'ailleurs. Aller voir sa part d'ombre pour pouvoir trouver sa lumière. C'est ce principe-là que vous essayez de mettre en valeur, n'est-ce pas? Exactement, Mm. exactement. Et puis vous avez écrit également un roman dont le titre est, je trouve, quand même original parce que vous l'avez appelé un développement très personnel. Oui, Alors là, c'est un roman en fait. c'est un roman, mais c'est aussi une critique du développement personnel. Voilà. C'est sous forme de roman, mais c'est une critique. Ah oui, parce que ben, ça rejoint ce que vous veniez de dire précédemment, c'est-à-dire que ce que vous pensez, c'est que vous allez me dire si c'est ça ou pas, c'est que en fait vous prenez une pratique régulière, quelque chose qui prend conscience de ses limites, de ses faiblesses, c'est pas quelque chose qui promet une transformation en 3 mois, quelque chose de magique quoi, une baguette magique. Exactement, exactement. Et dans l'idée aussi, alors il y a quelque chose de très égotique dans le développement personnel, qui peut parfois être très factice aussi. Or, le chemin vers soi est un chemin long, chaotique bien souvent et qui n'est pas facile. Oui, Et l'idée aussi, c'est pas seulement d'être bien dans sa vie, c'est de pouvoir à son tour transmettre, donner ce qu'on a donné, trouver sa place pour apporter sa contribution dans le monde. Et parfois, le développement, justement, qui porte bien son nom personnel, peut être factice et très égotique. oui, tout à fait. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a dans ce mot développement personnel une volonté de rendre aussi accessible à tous un vocabulaire, un terme qui peut faire peur, comme la spiritualité par exemple? Dans le terme même, quand on parle de développement personnel, on ne parle pas forcément de développement spirituel, même si aujourd'hui c'est lié, bien souvent. Mais c'est un méli-mélo, parfois même assez folklorique, hein. Un peu New Age, Euh, oui. oui, et folklorique de ce que pourrait être une certaine spiritualité. Mais encore une fois, hein, le chemin, le véritable chemin spirituel, c'est un chemin, et comme le chemin intime, c'est long, c'est chaotique, c'est bouleversant. Et Et, d'ailleurs, le propos n'est pas de trouver le bonheur absolu à chaque moment de la vie. oui. Alors ça serait quoi, le propos, selon vous? Le propos, je pense que c'est d'avoir de développer en fait une vision extérieure de nous-mêmes. C'est-à-dire quelque part de devenir son propre psy, d'avoir une vision périphérique de sa vie, de remettre, comment dire, à l'honneur ce qui est vraiment important et de laisser ce qui est dérisoire. Non, et puis aussi de prendre conscience qu'on n'est qu'un maillon d'une chaîne et que nous-mêmes nous donnons, nous transmettons, nous recevons, et en aucun cas nous sommes isolés dans notre petit bonheur personnel. Ouais. C'est important cette notion de chaîne, de chaîne, une chaîne de transmission. Oui, Mm, nous sommes des émetteurs-récepteurs, oui. c'est ce que nous sommes. Donc vous recentrez, vous, le travail sur soi, le travail spirituel, avec beaucoup de, j'ai l'impression aussi, d'engagement. Il y a une notion d'engagement derrière vos mots. Oui, il me semble que quelle que soit la contribution qu'on apporte à ce monde, si on n'emporte pas de contribution autre que le fait de s'occuper de soi, que ce soit sur un plan physique ou personnel, c'est une action très limitée, vous voyez.
Alors Sabrina, je vous propose une pause musicale et nous revenons tout de suite après. Vous écoutez Envie de sagesse. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Sabrina Philippe. Sabrina Philippe qui est psychologue, enseignante et chroniqueuse télévision et radio. Alors Sabrina, vous nous parliez de votre parcours, de votre besoin de transmettre, de vos livres, de vos romans. Et j'aimerais qu'on aborde à présent votre dernier livre qui s'appelle Tous Fake Self, ce monde virtuel qui nous rend faux. Et donc, dans ce dernier livre, ce qui vous tient à cœur, c'est de prévenir des dangers de tout ce qui est en train de se jouer au niveau des écrans. Oui, c'est l'idée de retrouver justement une certaine authenticité. Et on parlait du développement personnel. Ce développement personnel s'appuie largement sur les réseaux sociaux. Il propose des modèles, des idéaux de bonheur via des photos, via des modes de vie qui sont totalement factices et qui nous met de toute façon dans une mésestime de soi puisque nous ne parvenons jamais à atteindre ces modèles, ces pseudo-modèles de bonheur. Et puis, vous disiez dans un article que vous avez écrit notamment dans une revue, dans la revue Reflet, quelque chose qui m'a marqué. C'est vrai que vous dites qu'on prend déjà l'habitude de se regarder à travers les filtres de nos portables et qu'on ne se reconnaît plus finalement. Oui, le propos de ce livre, c'est de lutter contre une certaine déshumanisation. Et la déshumanisation, c'est la plus grande menace pour nous en tant que peuple de la Terre, je dirais. Parce que peu à peu, si vous n'êtes plus vous-même sur une photo, vous devenez vite un avatar. Si vous êtes un avatar, vous n'êtes plus un homme. Si vous évoluez dans un monde virtuel, vous n'êtes plus un homme. Si vous n'avez plus accès à votre intériorité, vous n'êtes plus un homme. Il y a un grand risque de déshumanisation. Et qui est en train de s'accélérer. Vous dites aussi qu'il y a un déni, qu'on ne se rend pas compte de cette accélération qui se produit au niveau tout ce qui est du monde virtuel, avec notamment l'arrivée des métaverses. Oui, oui, les métavers sont à nos portes puisque voilà, des millions, enfin des milliards, c'est même pas des millions, des milliards d'euros sont déjà investis dans ces univers virtuels. Vous pensez bien que les sociétés font pas ça juste pour tester. Elles ont déjà en tête ce qu'elles vont nous proposer. Via des casques connectés, nous allons travailler, regarder des films, évoluer. Et celui qui ne prendrait pas ce train en marche sera vite marginalisé aussi, j'imagine. Tout à fait. Mais comme c'est le cas aujourd'hui, si vous n'avez pas de smartphone aujourd'hui, vous êtes marginalisé. Oui. Et on voit déjà arriver les avatars, sur Facebook notamment. Vous pensez Oui, que... oui, Ah oui. la préparation est de longue durée, hein, avant qu'on arrive sur des avatars qui seront plus du tout aussi euh, grossiers. Hein. Ce sont des avatars qui vont ressembler quelque part à un idéal de nous-mêmes. Hein. Ah oui, c'est effrayant. C'est-à-dire que l'avatar va représenter un nous, mais en mieux, avec aucun défaut. Exactement, comme on a de toute façon déjà sur les filtres. Puisque vous pouvez enlever vos rides, voilà. Et derrière enfin, le danger qu'il y a derrière, c'est de se nier soi. C'est-à-dire que c'est de refuser tout travail sur soi pour s'aimer comme on est, en fait. C'est un refus de s'accepter comme on est. On est autre déjà, on est déjà idéal derrière l'écran, donc pourquoi faire l'effort d'être bien dans sa vie, de s'accepter, de s'aimer? Oui, c'est surtout qu'en fait, et c'est ce que j'explique dans ce livre, c'est que en fait, nous allons être coupés peu à peu de notre intériorité. Notre intériorité, c'est-à-dire nos émotions, nos sentiments, nos angoisses aussi. Parce que dans notre intériorité, évidemment, il y a cette part d'ombre et de lumière. Hein. Mais nous allons être coupés peu à peu de cette intériorité. Et donc, allons-nous devenir coupés de cette intériorité? C'est ça la question. Et c'est déjà le cas de toute façon. Si vous n'avez plus accès à vos angoisses, à vos réflexions, à vos pensées, parce que c'est un écran avec de multiples tâches qui monopolisent vos pensées, peu à peu, vous coupez cet accès. Donc, vous déshumanisez. Vous Oui. perdez vos désirs. Si on vous suggère vos désirs, parce qu'on va vous suggérer commercialement vos désirs,
Et dans ce cas, là encore, vous déshumanisez. Ah oui, Voilà, c'est le risque. oui. Et on le voit déjà sur nos adolescents aujourd'hui, et peut-être aussi sur nous, certainement sur nous, mais sur nos Oui, oui, adolescents qui passent des heures à jouer, des heures et des heures à jouer. Comment, ben oui, est-ce qu'il y aurait, est-ce que dans votre livre, il y a des pistes? Est-ce qu'il y a des solutions? bien sûr. Bien sûr qu'il y en a. D'éviter, alors évidemment, il y en a pour les enfants, il y en a pour les parents, pour les adultes que nous sommes, hein, essayer de limiter. Euh, et d'ailleurs, c'est un mouvement qui commence quand même à apparaître, on verra s'il prend, hein, mais de limiter l'accès aux écrans d'une façon générale. Hein, j'insiste, parce qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux. Hein. Il y a évidemment toutes les informations, les séries aussi, qu'on enchaîne comme ça, des heures et des heures de séries qui s'enchaînent toutes seules. Tous ces écrans qui nous coupent de la réalité, du monde réel, de ce qui nous entoure. Donc oui, il y a des solutions dans ce livre. Mais il y a aussi une solution, c'est que les États, et notamment notre État, prennent conscience de la dangerosité de ce qui est en train de se jouer. Au-delà des enjeux commerciaux faramineux qui sont aussi là, hein, mais il y a une véritable dangerosité pour la jeunesse. Et voilà, quel premier pas pourriez-vous conseiller, par exemple, à des parents d'adolescents pour qu'ils aient moins cet attrait de l'écran? Vous savez, j'aime beaucoup cette phrase de Jean d'Ormesson qui dit: les enfants ne font pas ce qu'on leur dit de faire, les enfants font ce qu'ils voient. Donc pour les parents, c'est déjà se poser la question pour eux. Très juste. Parce que vous ne pouvez pas demander à un enfant de faire ce que vous ne faites pas. Mm. Si vous dites à un enfant de laisser votre portable, mais qu'à table, vous-même, vous êtes en train de consulter vos mails, ou vous répondez à des appels, ou vous êtes sur un groupe WhatsApp, il n'y a pas de sens pour l'enfant. Donc l'exemple qui commence par le parent, Mhm. c'est déjà se demander quels sont les temps d'écran pour les parents, quand est-ce qu'ils les utilisent, qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'autre, et qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'autre avec leurs enfants aussi. Parce qu'en réalité, on est beaucoup sur les écrans parce qu'on s'ennuie. Eh oui. C'est un ennui, en fait, à se loger. Sauf que cet ennui, avant, on le gérait différemment. C'est très vrai ce que vous dites, en fait. On ne veut plus s'ennuyer aussi. Oui, Donc, on occupe le temps. c'est ça. Mais parce que dans l'ennui, il y a de l'espace. Et notamment, il y a de l'espace mental. Et dans notre espace mental, il y a des angoisses. On en a tous. Et aujourd'hui, on ne veut plus vivre avec l'angoisse. Et c'est pour ça que quand vous parlez tout à l'heure du développement personnel, le leurre est là. C'est-à-dire que le développement personnel, la promesse du développement personnel, c'est vous n'aurez plus d'angoisse. Au contraire, il nous en faut des angoisses. Il nous faut des sentiments dits négatifs Mhm. pour pouvoir avancer. Vous ne pouvez pas être dans un état de béatitude. Bien au contraire. C'est parce qu'on pleure, c'est parce qu'on est en colère, c'est parce qu'on angoisse qu'on va se transformer. Mais tout à fait. Donc, ce temps-là, le temps qu'on a, qu'on ne veut plus avoir, c'est parce qu'il y a des pensées. Et ces pensées, eh ben, il y en a la moitié qui sont à peu près angoissantes. Comment je vais faire pour payer ma facture, pourquoi ma voiture, voilà, comment je vais faire pour la changer, des préoccupations d'argent, des préoccupations pour les enfants, des préoccupations amoureuses. Et on veut plus être face à ces préoccupations. Mais pourtant, toutes ces pensées dites négatives, c'est elles qui nous permettent d'évoluer. C'est la porte d'entrée, quelque part. Bah, c'est la souffrance qui nous transforme bien souvent. Oui. Eh bien, Sabrina, je vous propose une deuxième pause musicale et nous allons revenir tout de suite après. Vous écoutez Envie de sagesse. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Sabrina Philippe. Donc Sabrina, psychologue, enseignante, multiples casquettes, chroniqueuse télévision et radio également. Alors nous étions en train, Sabrina, de parler de votre dernier livre,
tous fake self et de ce thème du monde virtuel qui est un vrai danger pour l'être humain parce qu'il nous déshumanise. Tout le monde le sait confusément, mais finalement, je crois que personne n'a vraiment mesuré les vrais dangers, les vrais enjeux qu'il y a derrière ce monde virtuel qui est en train de s'accélérer à vitesse grand V. Oui, oui, tout à fait, vous avez raison. Personne n'en mesure les enjeux, notamment psychologiques. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Et nous étions en train de parler des pistes que vous proposiez. C'est vrai qu'on a plus tendance à dire, eh bien, protégeons nos enfants, protégeons nos adolescents, et que voilà, vous nous disiez, ça commence déjà par les parents. Et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui beaucoup de parents, même avec des bébés, qui sont sur leur portable avec le bébé à côté. On peut se voir même des fois nous-mêmes au restaurant en train de consulter son portable. On peut se voir à tout moment en train de consulter son téléphone. Et en fait, on est devenus des dépendants. Clairement, oui. Nous sommes tous dépendants. Alors, dépendants. Ouais. Et donc, on est en train d'explorer des pistes pour essayer de déjà prendre conscience de ça, mais est-ce que ça suffit ? Est-ce que ça suffit ? Et comment se libérer de cette emprise des écrans, quelque part ? Et on va dire qu'environ 90% des informations que nous consultons sur nos portables est inutile. Voilà. Déjà, c'est la question de l'utilité. Oui. Là, vous venez de passer 1 heure à scroller, soit sur des informations, des actualités, voilà. Est-ce que ça vous a été utile ? Tout en sachant que même en nature d'information, vous aurez remarqué que vous cliquez sur un article parce que le titre vous intéresse, il est majoritairement réservé aux abonnés. Oui. Donc ça veut dire que vous ne lisez que le titre et le premier chapitre, à peine. Oui, oui. Donc, voilà. Donc, vous allez sur des réseaux sociaux, vous regardez, vous ressortez de là, ça vous a rien appris. Il s'est rien passé. Hein. Oui, tout à fait. Vous enchaînez des vidéos sur TikTok ou ailleurs, c'est pareil. Donc, déjà, si vous prenez conscience que 90% du temps que vous passez sur votre smartphone ne sert à rien, parce qu'au fond, combien on envoie vraiment de messages à des proches ? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Oui, oui. C'est-à-dire qu'on Alors, parle pour rien dire. Il faut reconnaître. On a toujours parlé pour rien dire, ça, c'est pas la question. Mais je veux dire, si vous prenez votre temps d'écran et que vous regardez réellement le nombre d'interactions que vous avez eues, que ce soit des mails importants ou avec des amis proches, vous verrez que ce temps-là n'est pas si conséquent que ça. Donc, ça veut dire que vous avez 90% de votre temps que vous passez sur votre smartphone qui ne sert à rien. À rien. Voilà. Vous avez l'impression que vous vous videz la tête. En réalité, vous éloignez vos pensées. Ces pensées ne sont donc pas traitées. L'angoisse sous-jacente n'est pas traitée. Parce qu'on en a tous, j'insiste là-dessus. Oui. Voilà. Et donc, ça ne fait que majorer votre angoisse. Oui, parce que oui. Elle ne disparaît pas. Elle est derrière la porte. Voilà. Vous ne l'avez pas traitée, en fait. Oui, elle s'accumule quelque part. Et tout à fait. Oui. Vous disiez qu'il y a 40% de jeunes qui ont des troubles anxio-dépressifs. Tout à fait. Et pour vous, selon vous, c'est cette surexposition aux écrans ? Bien entendu, mais ce qui est assez incroyable, c'est qu'en fait, on met ça sur le compte du Covid, du climat politique ou environnemental. À aucun moment n'est évoqué l'exposition massive aux écrans. C'est ça qui est fou. Oui. C'est complètement fou, en fait, parce que c'est comme si c'était pas un problème. Oui, c'est un problème. Oui, je vous rejoins aussi dans le monde scolaire où on s'étonne de l'échec scolaire grandissant, du manque de concentration des enfants. Alors, on l'évoque comme une éventualité, mais en fait, je pense qu'on ne s'aperçoit pas que c'est la cause principale. Alors, soit on s'en aperçoit pas, soit on ne veut pas s'en apercevoir, parce que les enjeux politiques, économiques qui sont derrière sont absolument hallucinants. Le problème, il est là aussi, vous voyez. Oui. C'est que derrière, il y a des enjeux faramineux. Quand vous entendez que le président Macron vous dit qu'il nous faut un métaverse français, vous comprenez bien que derrière, c'est toute une industrie. Et que cette industrie-là, ça fait partie de l'économie. Et on en revient toujours à ça. On en revient toujours à l'argent, bien sûr. Oui. Alors, comme je le dis dans mon livre, si on se retrouve avec toute une population malade et que ça nous coûte très très cher,
dans 2 ou 3 générations, là, peut-être qu'il y aura hein, des modifications. Parce que ça coûtera plus cher, finalement, de soigner. Vous voyez, c'est toujours ça. Hein. Vous savez, le tabac, ça a été ça. Hein. Oui. Le tabac, en fait, les campagnes pour le tabac, ça s'est fait parce que ça coûtait cher à la sécurité sociale. Plus cher que finalement ce que ramenait l'industrie du tabac. Eh oui, eh oui. Voilà, donc c'est qu'une question d'argent. C'est toujours une question d'argent. Alors, quel avenir on peut prévoir pour une société c'est inquiétant quand même. C'est comme si nos jeunes d'aujourd'hui et nous-mêmes aujourd'hui qui nous laissons de plus en plus manipuler par... Moi, je trouve ça quand même inquiétant parce que... Enfin, à la fois inquiétant, à la fois il y a de l'espoir. Ce qui est inquiétant, c'est de voir que les jeunes ont forcément moins de culture, d'attrait pour se cultiver par les livres, par ailleurs, et vont chercher les informations que sur Internet quand ils ont besoin de savoir quelque chose. Et tout ce qui est sur Internet, c'est la vérité. Il y a ce côté de se dire, mais finalement, n'importe quel fake, comme vous disiez, le fake self, mais voilà, les fausses informations, il y en a 1 sur 2, paraît-il, qui est fausse, en fait, sur Internet. Oui. Donc, comment on va faire quand on va avoir une génération, là, dans quelques années ? Qui saura discerner le vrai du faux ? Je pense qu'il va y avoir des mouvements contre et que sans doute que cette société va peut-être se scinder en 2 entre les hyper connectés et ceux qui le refusent, les dissidents. Parce qu'il y a déjà de la dissidence chez les jeunes qui refusent cette société de consommation, d'ultra-consommation, qui passe évidemment par le virtuel. Hein. Parce que faut bien comprendre que le but des métaverses, c'est de nous vendre. Alors c'est une embellie, comme je dis dans le livre, commercial jamais atteinte, puisqu'on va nous vendre du vent. Alors que vous allez acheter des baskets dans votre métaverse, c'est des lignes de code. Ah oui. Il n'y a plus de produits. Mais ça, c'est pas de la science-fiction, puisque Nike, toutes ces marques, hein, Chanel, Vuitton, ils ont tous acheté leur espace dans le métaverse. C'est fou, c'est le comble de l'absurde. On va tous acheter des chaussures pour notre avatar. C'est ça. Il va falloir coiffer cet avatar, le loger. Vous allez payer des loyers dans le métaverse. Ouais. Et à côté de ça, vous disiez, mais est-ce qu'on va pouvoir manger ? À côté de ça, il y a le concret de la vie. On est prêt à payer tout ça et peut-être au détriment de notre propre santé, de notre nourriture, de notre... Oui, tout à fait. Mais vous avez un film de Spielberg qui montre très très bien ça, qui est très visionnaire, qui s'appelle Ready Player One, qui montre ça. C'est-à-dire que les gens vivent dans une espèce de taudis et se connectent via des combinaisons et des casques connectés et vivent dans un autre univers. Ah oui. Je me souviens de ce film, c'est oui, effectivement. C'est un film très visionnaire, parce que on va commencer par les casques. Les casques, on aura pour des sommes évidemment dérisoires. Oui. Et qui après, voilà, bien sûr. Moi, je pense à un film d'animation qui me paraît aussi pas mal réaliste, c'était Wall-E le robot. Tout à fait, Wall-E, ouais, c'est ça. Voilà, avant de conclure cette émission, je voudrais vous laisser le mot de la fin sur une note d'espoir, Sabrina. Qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire ? Moi, je pense que l'humain est exceptionnel et que notre jeunesse est aussi exceptionnelle. C'est pour ça que je pense qu'il y aura des mouvements de rébellion contre ce qui est prévu économiquement pour nous. Il y en a déjà. Et que la force de l'humain, la force du vivant, c'est de toujours se renouveler. Voilà. Et que même quand vous mettez du béton sur une plante, un arbre, il finit toujours par pousser. Souvent, je regarde ça sur les pavés parisiens. Je vois l'herbe ou la plante qui pousse entre les pavés. C'est une très belle image. Voilà. Eh bien, on va rester sur cette belle image. C'était Myriam et son invitée, Sabrina Philippe, pour l'émission Bulle de Sagesse. Belle soirée à vous tous.